Merci de nous rejoindre sur La Voix Sainte TV pour cette grande édition de l'information. Tout de suite, les titres. Perturbation de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire pour cause de mouvements de protestation. Nous vous proposerons la réaction de la ministre de l'Éducation nationale dans un instant. La contribution de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial connaît une hausse. Nous en parlerons au cours de cette édition. Et puis la Chine a pris des mesures pour restreindre l'accès des enfants à l'évangile. Les raisons tout à l'heure. Bonjour mesdames et messieurs et merci d'être à notre compagnie pour cette édition de l'information. Les données officielles ont indiqué que sur l'échiquier mondial, la Côte d'Ivoire est passée d'une contribution de 2,4 milliards à 5,54 milliards de francs CFA de 2010 à 2016 après la crise post-électorale. Analyse et commentaires, Ange Yaoussakri. Selon ces données officielles publiées mercredi 13 septembre 2017, la Côte d'Ivoire a déployé des moyens importants pour son repositionnement sur l'échiquier mondial après la crise post-électorale, passant d'une contribution aux organisations internationales de 2,4 milliards à 5,54 milliards de francs CFA en 2016. Le nombre des ambassades ivoiriennes est passé de 44 à 49 de 2010 à 2016 pour 58 pays couverts sur 197, représentant un taux de couverture de 80,20% en 2016 contre 51,26% en 2010, indique un rapport dénommé La Côte d'Ivoire en chiffres publié ce même mercredi. Le pays veut jouer un rôle de premier plan dans l'orientation des politiques stratégiques régionales et afficher une image d'un État qui compte dans le Conseil des Nations. Ce repositionnement diplomatique marque la confiance de la communauté internationale dans le pays. L'édition 2016 de La Côte d'Ivoire en chiffres a été publiée par le ministère de l'Économie et des Finances. Elle vise à améliorer la communication informelle entre le pays et l'ensemble des partenaires techniques et financiers ainsi que les autres acteurs économiques. Le Premier ministre ivoirien, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, est à Londres, en Grande-Bretagne, où il conduit une délégation ministérielle au deuxième forum économique sur le commerce et l'investissement en Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Denis nous en dit un peu plus. À la tête d'une délégation ministérielle, le Premier ministre ivoirien, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, est depuis ce mercredi 13 septembre 2017 à Londres, en Grande-Bretagne, pour promouvoir les investissements en Côte d'Ivoire. Nous avons un discours à prononcer sur la politique économique de la Côte d'Ivoire. Et le vendredi 15, ce sera le forum lui-même. Nous allons donc expliquer aux investisseurs anglais toutes les opportunités d'investissement qui s'offrent en Côte d'Ivoire. À cette rencontre, la Côte d'Ivoire présentera ses nombreuses opportunités d'affaires en vue d'attirer de nouveaux investisseurs. Amadou Gon Coulibaly était venu à l'Institut royal des relations internationales Chatham House et au London Stock Exchange, la bourse de Londres, où il a exposé des occasions pour séduire les investisseurs britanniques et internationaux et rassurer sur la dynamique de croissance de l'économie ivoirienne. Précisons que cette visite s'inscrit dans le cadre du deuxième forum économique Côte d'Ivoire-Grande-Bretagne de Londres sur le commerce de l'investissement en Côte d'Ivoire prévu le 14 et 15 septembre 2017. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a décidé de porter plainte contre la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. À la faveur de la rentrée scolaire 2017-2018, comme s'il faisait partie des acteurs de l'enseignement primaire et secondaire, s'est fendu d'un communiqué arguant d'une supposée augmentation abusive des frais d'inscription dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Les membres de ce syndicat se permettent de manifester avec violence et voix de fait aux abords et quelquefois au sein des établissements, comme par exemple au Collège moderne de Cocody, sur des sujets qui ne les concernent en rien, à savoir les droits d'inscription et les cotisations des COGES dans les établissements secondaires. Je veux rappeler ici que dès ma prise de fonction en 2011, après concertation avec la communauté éducative, notamment les parents d'élèves, les guides religieux, les chefs traditionnels et les fondateurs d'établissements privés, la pratique du syndicalisme dans nos écoles, lycées et collèges
a été formellement interdite pour les élèves. Cette décision a été entérinée par le gouvernement et sanctionnée par l'arrêté ministériel numéro 0112/MEN/DELC du 20 octobre 2011 portant création, organisation et fonctionnement des associations d'élèves dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a indiqué le mercredi 13 septembre 2017 à Abidjan que les réformes structurelles et sectorielles d'envergure mises en œuvre par son pays ont permis la stabilisation du cadre macroéconomique, enregistrant un déficit budgétaire contenu à moins de 3% au cours de la période 2012-2016, mais qui devrait s'établir à 4,5% du PIB en 2017. Ange Yao Sacré analyse. Monsieur Duncan a prononcé une allocution lors du forum du Finance Times de la Société financière d'innovation autour du thème « Créer des marchés et investissements non risqués dans les pays fragiles et affectés par les conflits ». Selon lui, ces États doivent être portés par un secteur privé fort et soutenu par une industrie financière innovante et robuste. Compte tenu des chocs internes de 2017 avec une convergence vers la norme communautaire UEMOA de 3% du PIB en 2019, un taux d'inflation maîtrisé à moins de 3%, un endettement soutenable avec un stock de dette représentant 42,5% du PIB contre une norme communautaire de 70%, a-t-il expliqué à propos de la Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan, qui estime que les performances enregistrées par son pays se traduisent par la volonté du gouvernement de faire du secteur privé le principal moteur d'une croissance économique plus inclusive. John Agliombi, représentant du Financial Times en Afrique de l'Est, a pour sa part souligné que 2 milliards de personnes vivent dans les zones touchées par la fragilité. Les conflits et la violence constituent certains défis au développement les plus pressants d'ici à 2030. 46% des populations pauvres dans le monde vivront dans les pays en situation fragile ou en conflit contre 17% aujourd'hui, a-t-il fait observer. La Côte d'Ivoire abrite le premier forum sur le rôle de l'environnement des affaires et d'autres interventions dans la création d'opportunités dans des secteurs. En Chine, 4 provinces du sud ainsi que la Mongolie intérieure ont pris des mesures pour restreindre l'accès des enfants à l'évangile. En effet, il est interdit aux écoliers et aux enseignants de se rendre à l'église. Estelle Trayo revient sur cette décision prise par la Chine. Lors du débat sur le projet de loi antiterrorisme à l'Assemblée nationale le 13 septembre 2017, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait demandé le rétablissement de cette disposition controversée. En effet, le Sénat avait rayé ces thèmes du texte initial permettant au préfet de fermer administrativement des lieux de culte. Les sénateurs avaient jugé la notion de théorie et d'idées diffusées trop floue. Ils ont préféré s'en tenir aux propos tenus, écrits, produits ou activités s'y déroulant, incitant à la violence, à des actes de terrorisme ou à leur apologie. Le gouvernement souhaitait élargir le périmètre des propos répréhensibles pour pouvoir englober des messages plus insidieux, tels que des références à des théologiens ou des liens vers des sites internet. Cette fermeture administrative serait d'une durée de 6 mois. Seule la France insoumise a tenté de faire supprimer cet article, jugeant la liberté de culte fondamentale et trouvant choquant de faire un lien direct entre l'exercice d'un culte et la prévention des actes de terrorisme. Parlons sport. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a été élu à la tête de la présidence de la commission d'éthique du Comité international olympique. Ange Seri. L'ex-secrétaire général de l'ONU, le Sud-Coréen Ban Ki-moon, est désormais le nouveau président de la commission d'éthique du Comité international olympique. Il a été élu le jeudi 14 septembre 2017 lors de la 131e session qui se tient à Lima au Pérou. Âgé de 73 ans, le Sud-Coréen a effectué 2 mandats de secrétaire général de l'ONU. Il remplace ainsi le secrétaire général Youssoufa Ndiaye en poste depuis 2007. Il faut savoir par ailleurs que le comité exécutif s'occupe de la gestion des affaires du CIO et veille au respect de la charte olympique, et ce depuis sa création en 1921. Il est l'unique instance compétente à proposer des modifications de la charte, à soumettre des noms de personnes dont elle recommande l'élection ou encore à s'affairer autour de la nomination du directeur général du CIO. Le CIO, en ce qui le concerne, compte 100 membres actifs, 33 membres honoraires et 1 membre d'honneur. Parmi ceux-ci, on peut compter une douzaine d'Africains admis à siéger.
Nous vous le disions dans les titres, nous allons décrypter l'ouragan Irma avec ses conséquences désastreuses. Et pour en parler justement pour ce décryptage, nous recevons Martial Kouassi. Il est de la rédaction internationale de La Voix Sainte TV. Alors, bonjour Martial. Bonjour Alain. Alors, nous allons parler un peu de l'ouragan Irma qui, depuis quelque temps, fait des drames, des conséquences assez graves. Alors, nous allons en parler, mais en attendant, nous allons suivre l'élément que vous avez réalisé au sujet, justement, de cet ouragan. Ce mois de septembre a été sans aucun doute marqué par cette succession inopinée d'ouragans. C'est avec stupeur et effroi que l'on a constaté les désastres causés par l'ouragan Harvey de force 4 qui a frappé la région du Texas, décimant des centaines de personnes et faisant des millions de sans-abri tout en démolissant tout sur son passage. C'est aussi le cas de l'ouragan Irma, plus grave car de force 5 qui a touché de plein fouet les Antilles françaises, en l'occurrence Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où il a été enregistré une trentaine de morts et des milliers de sans-abri. Face à ce drame, un plan de reconstruction a été établi par l'Élysée avec à sa tête Emmanuel Macron. Ce plan devra coûter 1 milliard d'euros à la France. Notons que dans sa trajectoire, l'ouragan Irma a effleuré la Havane et d'autres villes de Cuba sans faire de victimes. Passé en catégorie 4, l'ouragan Irma a poursuivi sa course jusqu'en Floride aux États-Unis, encore sous le choc du carnage de l'ouragan Harvey dans l'État du Texas, dont les frais de remise en état sont estimés en quelques milliards de dollars. En outre, l'ouragan José a défrayé la chronique, mais il y a eu plus de peur que de mal. Alors Martial, ainsi que nous avons vu dans l'élément qui est passé tout à l'heure, nous avons un peu mesuré les conséquences de cet ouragan. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce drame ? Eh bien, Alain et chers amis téléspectateurs, ce qu'il faut savoir sur l'ouragan Irma et l'ouragan de sa manière propre, c'est que c'est une formation due à des perturbations qui se font au niveau de l'océan, à des profondeurs qui avoisinent les 200 mètres où la température est supérieure à 26 degrés Celsius. Et donc ces perturbations font alors remonter des vapeurs et ce sont ces vapeurs-là condensées qui, au contact de l'air ambiant, créent alors des cyclones qui sont formés sous la base d'un œil, donc on appellera aussi l'œil du cyclone. Alors Martial, à quel moment parle-t-on de ouragan, à quel moment parle-t-on de cyclone ? Alors, cyclone, ouragan ou typhon, c'est pratiquement la même chose, à la différence près, c'est en fonction de la zone géographique où elle se produit. Et donc, on dira qu'il y a ouragan quand ce phénomène-là se produit dans la zone atlantique et dans le Pacifique Est. On parlera aussi de cyclone lorsque cela se produit dans la zone de l'océan Indien et dans le Pacifique Nord. Et finalement, on parlera de typhon lorsque ce phénomène, bien entendu, climatique se produit dans le Pacifique Ouest. Alors, on a parlé de l'ouragan Harvey, on parle aujourd'hui de l'ouragan Irma. Alors, comment se fait le choix de ces différents noms ? Alors, la base, elle est toute simple. Il y a bien longtemps de cela, dans les années antérieures, les chercheurs de l'armée américaine de l'US Air Force ont eu pour habitude d'attribuer des noms, à savoir le nom de leur épouse, à ces différents phénomènes climatiques. Et au fil du temps, il s'est avéré que les femmes se sont plaintes parce qu'elles trouvaient que cela faisait assez péjoratif de pouvoir raccoler à leur personne des phénomènes qui sont assez dévastateurs pour la planète. Et donc finalement, il a été imposé une liste qui tient en compte la vie des dames. Et à partir de cet instant, l'année paire portera forcément un nom masculin et l'année impaire portera un nom féminin. Et sur cette base, partant de la liste des lettres alphabétiques de A jusqu'à Z, en ignorant et en laissant de côté la lettre Q et la lettre I. Alors, est-ce qu'on ne peut pas prévenir ce phénomène-là? Est-ce qu'à l'avance, on ne peut pas informer les populations de ce qu'il y aurait un drame pour que des dispositions justement soient prises dans ce sens? Est-ce que cela ne se fait pas? Alors, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il se produit à tout moment des cyclones, mais c'est en fonction de l'amplitude de la force du vent que la population est donc avertie à l'avance pour pouvoir prendre des dispositions idoines afin d'éviter la catastrophe. Parce que qu'on le veuille ou non, l'ouragan aura bel et bien lieu et on ne peut y faire face. C'est un phénomène naturel de grande ampleur et donc la population est appelée à chercher à se protéger en se mettant à l'abri quelques jours avant que l'ouragan puisse effectuer son passage sur la zone indiquée. On a entendu parler également de catégorie 4, de catégorie 5 au niveau des conséquences. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre justement au niveau de ces différentes catégories et comment on les établit?
Alors en ce qui concerne les catégories qui sont attribuées aux ouragans, bien c'est parti d'un phénomène tout simple. Ce sont deux chercheurs, Herbert Saphir et Robert Simpson, qui après des recherches ont décidé d'établir un baromètre partant des différentes forces en ce qui concerne bien entendu le vent, pour pouvoir déterminer si un ouragan est de catégorie 1, de catégorie 2, de catégorie 3, jusqu'à une catégorie qui est la dernière, c'est la catégorie 5, qui part de 252 km/h et bien au-delà. Alors Martial, le président français a décidé de dégager des moyens pour la reconstruction des Antilles françaises. Est-ce qu'on peut dire que cela vient justement à propos ? Oui, bien au-delà du geste, la population antillaise s'y attendait, mais il y a eu aussi quelques remous à cet égard parce qu'il a mis assez de temps avant de se rendre sur cette terre antillaise afin d'apporter sa consolation à ce peuple-là. Mais déjà dégager 1 milliard d'euros pour pouvoir effectuer les réparations dans ces zones sinistrées, c'est déjà un geste qui est fort louable de la part des autorités françaises. Merci Martial Kouassi d'être passé sur notre plateau pour expliquer justement ce phénomène. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.